He's a winner. Je suis gagnant. Et regardez la première réaction avec l'attentat, fight, fight, fight. Et les Américains, on aime des gens dynamiques, forts, des républicains, c'est America's first. Ça veut dire, c'est pas un isolationnisme, mais c'est pas loin. S'il est élu, il risque de retirer de l'OTAN, qui sera catastrophique pour l'Europe. Aujourd'hui, il est au maximum de sa popularité, comme c'est arrivé avec Ronald Reagan quand il était blessé. Après, il était intouchable. Maintenant, avec l'attentat contre Trump, c'est très difficile pour les Américains de vendre la sorte de démocratie partout dans le monde. Bonjour Monsieur Warner. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'hôtel Bristol de Genève pour parler des élections à venir en Amérique. Vous êtes un politologue américano-suisse, né à New York. Vous avez vécu en Suisse à partir de 1972. Vous avez obtenu un doctorat en sciences politiques de l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève. Au cours de votre carrière, vous avez publié et enseigné sur divers sujets comme le multilatéralisme, la politique étrangère des États-Unis, l'éthique, les réfugiés et le droit international. Les élections de 2024 aux États-Unis verront les électeurs choisir entre le président sortant Joe Biden et l'ancien président des États-Unis Donald Trump. J'aimerais savoir, en tant qu'expert, quels sont vos pronostics pour les élections 2024 ? C'est une très bonne question, mais je ne réponds pas et je vous explique. En 2016, j'ai dit que c'est Hillary Clinton qui allait gagner et j'ai eu tort. Et je ne sais même pas si Joe Biden sera le candidat pour les démocrates. Alors, c'est une question très vulnérable pour moi. Je préfère ne pas répondre. Aujourd'hui, Donald Trump est le grand favori. C'est à lui de perdre les élections. C'est pas les démocrates à gagner. Mais je ne sais pas entre aujourd'hui et le 5 novembre qui va se passer. Oui, parce que ces derniers temps, disons qu'il y a beaucoup de retournements de situation, notamment dernièrement avec la tentative d'assassinat de Donald Trump qui a défrayé la chronique. Quel regard est-ce que vous portez sur ces événements ? Vous savez, j'ai un certain âge et j'ai vu l'assassinat de Bobby Kennedy, Martin Luther King, John Kennedy. J'ai vu Ronald Reagan qui était blessé en 1981. Donc, au point de vue de violence, il n'y a rien qui me surprend aux États-Unis. Est-ce on a des informations sur la personne qui est derrière On a très peu. Et même dans l'histoire américaine, il y a 4 présidents qui étaient assassinés. 4. D'Abraham Lincoln jusqu'au John F. Kennedy. Et John F. Kennedy était assassiné quand j'étais au lycée. Donc, j'ai vécu assez de traumatisme. Et en plus, j'étais quelqu'un qui a travaillé pour Bobby Kennedy. En fait, j'ai aidé un petit peu avec son discours le 6 juin 1968. J'étais pas à Los Angeles, j'étais à l'université, mais j'ai vécu ça. Donc, il n'y a rien qui me surprend maintenant. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur les résultats des élections ? Ça peut donner davantage d'avance à Trump, ce qui s'est passé ? Il y a 3 choses qui se passent maintenant. D'abord, Donald Trump a gagné avec la Cour suprême américaine vis-à-vis de l'immunité. Deuxième chose, il a gagné en Floride. La juge en Floride a arrêté le procès contre lui pour les documents secrets. Et la troisième chose, c'est l'attentat. Alors aujourd'hui, il est au maximum de sa popularité pour la question de pouvoir et pour la question de sympathie, comme c'est arrivé avec Ronald Reagan en 1981, quand il était blessé. Après, il était intouchable vis-à-vis des gens. On a Alan Richtman, qui est un historien réputé pour ses prédictions précises des élections présidentielles par le passé, qui a prévu une victoire de Joe Biden pour sa part. Cependant, il précise que cette prédiction dépend fortement de l'absence de nouveaux scandales majeurs ou de changements économiques importants. Peut-être justement que la tentative d'assassinat du président, c'est un événement majeur.
Oui, et c'est pas encore sûr que Joe Biden sera le candidat pour les démocrates. Alors moi, je dis pas les choses pareilles. Il y a encore plus que 100 jours avant des élections. Mais aussi, il faut voir que le mois de novembre, c'est pas uniquement les élections pour le président et pour le vice-président. Il y a 435 membres de Chambre de représentants qui seront élus. Il y a 33 sénateurs qui seront élus et il y a 11 gouverneurs. Alors l'important, c'est de voir qui va diriger le Congrès. Est-ce que les deux chambres seront démocrates ou républicaines? Parce que s'il y a un président républicain et les deux chambres sont démocrates, c'est une situation complètement bloquée, comme on voit un petit peu en France aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Et vous avez des pronostics justement pour les membres élus, les sénateurs qui vont être élus? C'est extrêmement serré, extrêmement serré. Et le problème pour les démocrates, si c'est Joe Biden qui est tout en haut de scrutin et Joe Biden n'est pas populaire, les gens ne vont pas voter démocrate toute la ligne. Donc c'est à cause de ça qu'il y a certaines personnes, surtout les donateurs, qui sont contre Biden comme candidat. Après la catastrophe pendant le débat, ce qu'il a eu avec Trump. Oui, il a été plutôt faible pendant ce faible, débat. c'est gentil. On va revenir un petit peu sur le passé de Trump en tant qu'ancien président. En 2015, il y avait beaucoup de personnes qui prédisaient une catastrophe économique si Trump était élu, mais ça ne s'est pas produit au cours de son mandat. Est-ce que vous pensez que les démocrates vont continuer d'agiter l'étendard de la catastrophe économique au cours de cette campagne électorale? Écoutez, M. Trump est un New-Yorkais comme moi. Et c'est un New-Yorkais dans l'immobilier. Et vous êtes valaisanne, M. Trump est un petit peu comme Christian Constantin. Donc, ça veut dire qu'il parle beaucoup. Alors, il a fait faillite 4 fois. Alors, et on parle d'économie, surtout ce que M. Trump a fait, qui a fait plaisir à certaines souches de population américaine, c'est qu'il a réduit les impôts pour les riches. Et ça a amené à un énorme clivage entre les gens riches et les gens de moyen revenu et des pauvres aux États-Unis. Donc, derrière lui, il y a un argent énorme. Par contre, M. Biden essaie, comme les démocrates, de faire un petit peu plus classe moyenne. Et il dit toujours Scranton Joe. Et Trump est allé dans une grande université très riche et Biden est quelqu'un qui vient d'un autre milieu. Alors, la question de l'économie américaine, oui, il y a beaucoup d'argent, la bourse flambe, mais c'est la question où est l'argent. Et il y a certaines, on ne parle même pas de milliardaires, on parle des sommes phénoménales. Alors, ça, Trump a tout ça derrière lui. Et ce n'est pas la question aux États-Unis si l'économie totale du pays fonctionne, c'est où est l'argent. Oui, vous parliez de Biden, justement, j'aimerais revenir aussi sur son mandat. Quel bilan il faut tirer de ce qu'a fait Biden pour le pays, pour les États-Unis? C'est assez compliqué de répondre. Parce que, en fait, beaucoup de gens disent que c'était un excellent président. Le problème maintenant, il a 81 ans et c'est un mauvais candidat. Mais comme président, malgré le fait que le Congrès était républicain dans une certaine chambre, il a quand même essayé de faire certaines choses pour le pays, d'équilibrer l'économie et il a créé beaucoup de travail pour les gens. Mais où il y a la plus grande critique maintenant, ce n'est pas uniquement son âge, c'est la question d'Israël. Et il a une certaine nostalgie avec sa relation avec Netanyahou. Il a une certaine nostalgie pour Israël. Et tous les jeunes sur les campus qui étaient pro-Palestine, je vois mal comment ils vont voter pour Biden. Alors c'est un problème. Et Trump typiquement dit, demain je peux résoudre le problème de l'Ukraine, demain je peux résoudre le problème de Gaza, Hamas et Israël, mais c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup plus compliqué que ça. Mais Biden, vis-à-vis de la politique étrangère, fait des erreurs avec Israël. Et ça peut coûter très cher. Oui, justement, si Trump est élu, qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez, par rapport à la question du Moyen-Orient? Il va pouvoir régler vraiment? Il va faire mieux que Biden, vous pensez?
La politique étrangère Trump, c'est toujours lui qui parle. Alors il dit qu'il connaît Poutine, il dit qu'il connaît le leader de Chine. Est-ce qu'il peut faire quelque chose vis-à-vis de Taïwan? Est-ce qu'il peut faire quelque chose vis-à-vis d'Israël? J'ai aucune idée. Parce qu'il parle toujours de lui. Il n'a aucune expérience diplomatique, de carrière. Il est allé au Corée du Nord, etc. Mais il n'y a pas une politique. En général, Trump et des républicains, c'est America's First. Ça veut dire, c'est pas un isolationnisme, mais c'est pas loin. Par contre, Biden, beaucoup plus démocrate et beaucoup plus démocrate à l'extérieur. Par exemple, Trump a dit, s'il est élu, il risque de retirer de l'OTAN, qui sera catastrophique pour l'Europe et, à mon avis, catastrophique pour les États-Unis. Donc, on est à Genève. M. Trump n'a aucune idée de multilatéralisme, aucune idée et aucun intérêt. Et Biden a un secrétaire d'État, M. Blinken, qui a étudié à Paris, qui parle nettement mieux le français que moi. Il n'a aucun accent. Il parle parfaitement le français, mais républicain Trump, ça ne sera pas la même chose. Il faudrait que Trump soit bien entouré, en tout cas, pour agir de façon réfléchie à l'international. Réfléchir avec Trump, ce n'est pas exactement ça. Et son entourage, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont des experts dans la politique étrangère. Ça, c'est le républicain traditionnel, comme George Bush. Il y a toute une tradition républicaine avec les relations extérieures, mais autour de Trump, c'est MAGA, c'est win number one. C'est pas un intérêt pour la politique étrangère. En tout cas, Trump a déclaré que s'il était élu, il allait taxer la Chine, qui est l'ennemi économique. Vous pensez quoi de ces affirmations vis-à-vis de la Chine, qui est quand même un régime autoritaire? Il y a deux choses différentes. Vous dites que c'est un régime autoritaire. Oui, mais est-ce qu'on peut vivre les partis démocrates avec un régime autoritaire? Donc ça veut dire qu'ils ne vont jamais être démocrates, c'est comme en Russie. Mais la question, c'est comment on peut vivre avec. Et la deuxième chose qui est le plus important, c'est l'argent. La Chine a beaucoup de dollars américains et donc c'est un énorme marché entre les États-Unis et la Chine. Donc on ne va pas couper les relations et de dire est-ce qu'on va commencer d'avoir une guerre de commerce avec la Chine, c'est ridicule et c'est lose-lose pour les deux parties. Donald Trump, il y a 3 sports américains. Baseball, football américain et le basket. Et dans les 3 sports, il n'y a pas de match nul. Il faut gagner ou perdre. Et Trump, dans toute sa tête, le pire, il peut dire à quelqu'un, « You are a loser », vous êtes un perdant. Mais dans la diplomatie internationale, c'est toujours la question de consensus, de diplomatie, de neutralité, tout ça, de discussion win-win. Mais c'est ça que Trump, c'est pas dans sa mentalité. C'est pas ça. Et c'est à cause de ça que les gens ont peur. Parce qu'il n'a pas ce sens de négociation. Il says, let's make a deal. Mais lui, il veut toujours être le vainqueur. On peut peut-être revenir sur ce que Trump a fait par le passé, justement, pour freiner un petit peu le régime. Est-ce que vous pensez que ça peut être positif? Est-ce que Trump peut apporter quelque chose de meilleur vis-à-vis des relations internationales en lien avec la Chine, calmer peut-être un peu les ardeurs expansionnistes de la Chine, qui, on le sait, avec les routes de la soie, tentent vraiment d'imposer un petit peu leur vision du monde. Est-ce que Trump peut freiner justement ses ambitions? Donc, ça veut dire freiner. Donc, il y a toujours une compétition dans le monde. Il y a la compétition économique, il y a la compétition de politique, il y a la route de la soie, etc. Mais la question, c'est comment on fait la compétition. Il y a 3 façons. On peut win-win, les deux peuvent gagner. On peut win-lose, ou les deux peuvent perdre. Et c'est la question avec Trump, est-ce qu'il peut accepter d'avoir une compétition avec les Chinois sans gagner? Et la question de Taïwan sera là tout le temps. Et on voit si
des choses se passent avec Israël, ici avec l'Ukraine. Les Russes, ils vont gagner un petit peu de terrain en Crimée. Est-ce que tout à fait les Chinois vont dire mais c'est le bon moment pour nous d'accéder avec Taïwan? Et quand j'étais en Chine, il y a deux choses qui m'ont frappé. Première chose, quelqu'un m'a dit, vous savez, on était un empire il y a 2000 ans. Et dans notre mentalité, on n'est pas un petit pays. Et le deuxième, quelqu'un m'a dit, vous êtes Suisse. Je dis, j'habite en Suisse. Ils m'ont dit, vous avez des montres, nous avons le temps. Alors c'est très intéressant. C'est un autre sens d'histoire. Mais pour les Américains, pour Trump, c'est très vite. Hein? On veut des résultats maintenant. Et est-ce que Trump est vraiment valable pour défendre Taïwan? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Il est très personnel, il est très quixotique. Je ne sais pas, il n'y a pas de politique derrière lui étrangère. Pour les démocrates, il y a des choses qu'on peut comprendre. On ne sait pas ce que Trump va faire. On ne sait pas qui il va nommer. Et on voit qu'il a nommé quelqu'un d'être vice-président qui n'a aucune expérience de politique étrangère. Et dans le Congrès américain, il n'y a pas tout le monde qui a des passeports. Ils voyagent très mal. On est ici en Suisse, on a enterré des autres pays, on voyage, des gens viennent ici. Mais aux États-Unis, si vous venez au fin fond de Ohio, comme Vance, vous n'avez aucun sens. Et là, par exemple, Biden a nommé Tony Blinken comme secrétaire d'État. Blinken a étudié à Paris, donc c'est très cosmopolite. Le Parti démocrate est plus cosmopolite que le Parti républicain aujourd'hui. En tout cas, à l'époque, quand c'était Mike Pompeo, sur la question de la Chine, il était bien. On voyait qu'il était vraiment à temporiser, à parler des droits humains. Il était vraiment dans cette logique de paix. Oui, mais le problème pour les Américains aujourd'hui, c'est pas facile pour les Américains de parler de démocratie, droits humains et la paix. Après George Floyd, moi j'ai vécu ça dans les années 60. J'ai enseigné pendant 3 ans à Harlem. Donc j'ai vu la discrimination aux États-Unis. Maintenant, avec l'assassinat, donc attentat maintenant contre Trump, avec des problèmes avec des gens de couleur aux États-Unis, c'est très difficile pour les Américains de vendre le sorte de démocratie partout dans le monde. C'est de moins, quand je suis venu ici en Suisse en 1972, c'est il y a longtemps, hein? Les gens disent, mais comment vous pouvez venir ici? Vous voulez pas? Tout le monde voulait aller aux États-Unis. Maintenant, c'est pas la même chose. L'université coûte 75 000 $. Avec les violences et des histoires, avec l'immigration, violence, les gens disent non, on est mieux en Europe ou mieux ailleurs. Donc, on dit toujours les États-Unis, le rêve américain. J.D. Vance, il va décrire comment il a commencé très pauvre, les problèmes de sa famille. Il a fini dans une grande université. Il est sénateur à 39 ans. Donc, il va vendre le rêve américain. Mais je ne suis pas sûr que dans le monde actuel, le rêve américain est à vendre. Et là, c'est intéressant avec Trump de Make America Great Again, qu'on envoie des fusillades dans les écoles, etc. Il y a des choses, il y a beaucoup de travail à faire. S'il est élu. He's a winner. Je suis gagnant. Et regardez la première réaction avec l'attentat, fight, fight, fight. Ça veut dire que c'est un vrai New-Yorkais. Je comprends très bien, c'est de lutter. La vie à New York, surtout dans l'immobilier, donc il a hérité de son père, c'est de lutter. Mais dans la diplomatie, c'est complètement différent. Il faut trouver le consensus, il faut négocier. Ce n'est pas son style. Vous pensez que ça lui portera préjudice à terme d'avoir cette mentalité justement de lutte et de ne pas être suffisamment dans la diplomatie? Oui, mais parce que la différence entre Trump et Biden aujourd'hui, c'est que Trump montre qu'il est fort. Il est fort, OK? Il est attentat, il saigne, fight, fight, fight. Et Biden est présenté comme quelqu'un de faible. Et les Américains, et je parle comme New-Yorkais,
On aime des gens dynamiques, forts et agressifs. Et c'est ça, maintenant, c'est la grande différence entre les deux. Biden a toute une expérience de multilatéralisme, de négocier. Trump n'a pas. Trump, c'est gagner. Gagner. MAGA. Make America Great Again. Numéro un. Numéro un. C'est sa mentalité. Mais c'est un vrai New-Yorkais. Vous parlez en connaissance de cause. Moi, ça fait 52 ans. Et il y a deux mots en Suisse que je n'ai jamais compris. Neutralité et consensus. C'est très différent. Ouais. Nous, c'est « I want to be number one ». Number one. Et quand je voyage dans le monde, il y a beaucoup de gens avec les casquettes. Et sur les casquettes, le plus populaire, c'est NY. C'est mon équipe de baseball en New York. Numéro un. Et Trump vient de ça. C'est un gagnant. Et les gens aux États-Unis, même il a à peu près mon âge, 77, 78 ans, c'est dynamique. Et Biden arrive comme ça dans le débat et tout, et les gens n'aiment pas ça. Donc, il aime le dynamisme de Trump. Et il parle toujours des États-Unis. Il ne parle pas de paix dans le monde, il ne va pas aider les autres pays. C'est les États-Unis, les gens aux États-Unis, des Américains. Et les Américains aiment beaucoup ça. Quand il dit « Make America Great Again », vous y croyez? Est-ce que Trump peut vraiment faire en sorte que l'Amérique redevienne Non, c'est great? Impossible. Mais dans la mentalité aux États-Unis, c'est une sorte de nostalgie. 1945, on a gagné la guerre, nous sommes numéro un, nous sommes le hégémon, on domine le monde. Tout le monde veut aller à New York, aux États-Unis, aller à Harvard. Tout le monde utilise le dollar. Et ça, c'est une nostalgie pour cette époque. Mais cette époque, c'est terminé. Le monde a évolué. Il y a le Brésil, la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a des autres pays maintenant. Et pour les Américains, derrière Trump et des républicains, il y a une certaine nostalgie pour cette époque. Et c'est très fort, cette nostalgie. Et Biden semble, et les démocrates, très faibles. Avant de conclure, on va revenir sur le procès contre Trump. Vous en avez parlé dans les médias récemment. Il est vu par certains analystes comme une tentative politique de saper son retour potentiel à la présidence en 2024. Vous y croyez, vous? C'est une tentative. Par exemple, le juge Juan Merchan, il a été critiqué pour avoir pris des décisions qui favorisent l'accusation et qui nuisent à la défense de Trump. Par exemple, il aurait empêché la défense de présenter des témoins clés qui auraient défendu Trump. Est-ce que vous pensez que c'est possible que la justice, elle soit exploitée à des fins politiques? C'est exactement le contraire que vous êtes en train de dire. Exactement le contraire. Il y a deux cas maintenant qui étaient contre Trump où Trump a gagné. Et ces deux cas qui sont très intéressants. Premier cas, c'était devant la Cour suprême américaine vis-à-vis immunité. Est-ce que Trump a immunité d'être contre un procès contre les choses criminelles? La Cour suprême américaine a 6 juges à droite. 3 juges étaient nommés par Trump. Et tous les 6 ont voté pour Trump. Il garde une certaine immunité. Deuxième cas, il quitte la Maison-Blanche. Par hasard ou exprès, il prend beaucoup de documents secrets chez lui en Floride. Secrets. C'est illégal. Et il a menti de dire « non, j'ai rien ». Ils ont trouvé. Le juge qui décide le cas est un juge nommé par Trump. Nommé par Trump. Et dans la loi américaine, le département de justice peut faire ce qu'on appelle un procureur spécial. Ils ont nommé un procureur spécial qui a fait tout un procès contre Trump. Et le juge en Floride, qui était nommé par Trump, a dit que l'idée d'avoir un procureur spécial est contre la Constitution américaine. Cette loi est là depuis 25 ans. Il y a beaucoup de cas où personne n'a dit un mot contre ça et tout à coup, c'est Trump qui profite. Donc, dans les deux cas,
c'est Trump qui profite, c'est pas le contraire ce que vous avez dit. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour ces perspectives qu'on n'entend pas souvent. Peut-être nous dire ce que vous pensez du futur de l'Amérique. Est-ce que vous avez de l'espoir pour les États-Unis, que ce soit Trump qui devienne président ou quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes positif par rapport au futur des États-Unis? Écoutez, ça fait 52 ans que j'ai quitté les États-Unis. Je crois que c'est un voyage, l'histoire des États-Unis. Et il y a des moments comme aujourd'hui où beaucoup de gens sont très pessimistes. Mais j'espère, pas uniquement pour les Américains, mais j'espère pour le monde que l'exemple de démocratie américaine peut se vivre ce moment. J'ai beaucoup d'espoir vis-à-vis des jeunes. Moi, j'ai fait ça dans les années 60 pour des choses politiques, guerre civile, etc., contre Vietnam. J'ai tout fait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vont réaliser qu'au lieu de faire des choses eux-mêmes, ils peuvent faire des choses politiques pour les autres. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'intérêt pour des choses politiques parmi les jeunes. Ils sont dans le bulle avec la technologie et d'autres choses. J'espère que ça va changer. Mais le rêve américain est actuel. Hein? Moi, j'ai vu ça dans ma famille aussi. Mais j'espère que les jeunes, ils vont reprendre un petit peu le flambeau. Mais de voir tous les assassinats, moi j'ai vécu Martin Luther King, j'ai vécu Bobby Kennedy, j'ai vécu Jack Kennedy. J'étais dans le lycée quand Jack Kennedy était assassiné. Et je devrais être à Los Angeles avec Bobby. Donc vous voyez ces choses comme ça, c'est difficile. J'espère que les jeunes, ils seront plus optimistes et vont s'engager dans la politique. Avec des belles valeurs. Avec des vraies valeurs, oui. Espérons. Espérons. Merci beaucoup, Monsieur Warner, pour ces perspectives intéressantes, ce message d'espoir aussi, et puis cette vue d'ensemble sur l'avenir de l'Amérique. C'était très intéressant. J'espère avoir l'occasion de vous réinviter prochainement, peut-être pour parler d'autres sujets dont vous êtes également l'expert, si vous êtes intéressé. En tout cas, merci pour cette interview et peut-être à tout bientôt. Merci.